troisième séance consacrée à la première séquence de géographie du programme de 5e intitulée La croissance démographique mondiale et ses effets. Après avoir étudié la démographie chinoise et ses enjeux et avoir vu le gouvernement chinois se battre finalement avec sa société, tantôt pour avoir moins d'enfants, tantôt pour en faire plus, eh bien il est temps aujourd'hui de nous consacrer à la croissance démographique de pays considérés comme riches, ce qui va nous permettre de découvrir les problèmes démographiques des pays riches à travers une étude de cas comparative, les États-Unis et l'Europe. Et donc, au cours de cette séance, nous allons essayer de dégager les caractéristiques communes, mais aussi éventuellement les différences entre les croissances démographiques des États-Unis et de l'Europe, qui sont, encore une fois, des territoires riches, aux habitants considérés comme riches. Au cours de cette seconde partie de séance, tu vas découvrir que la démographie de l'Europe est le quasi-parfait miroir de celle des États-Unis. Autrement dit, l'Europe a les mêmes difficultés démographiques, doit relever les mêmes défis, les mêmes enjeux démographiques que la société des États-Unis, au-delà de quelques différences relativement mineures. Toujours parce qu'on est en géographie, il faut se référer à l'espace. Et là, par contre, la comparaison peut poser problème parce que déjà, on compare un pays, les États-Unis, qui certes a la taille d'un continent, mais c'est quand même pas un continent, avec l'Europe qui, elle, est un continent. Ou une partie de continent, parce que justement, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce que l'on parle du continent européen ou est-ce que l'on parle de l'Union européenne, et qui n'est qu'une partie du continent européen? Alors je te dis cela parce que dans les différents documents qui vont suivre, que ce soit des statistiques ou des cartes, eh bien on sera parfois confronté à des statistiques ou cartes à l'échelle du continent européen, que tu as sous les yeux là, c'est-à-dire une population d'environ 750 millions d'habitants, avec une superficie de 10 millions de kilomètres carrés, ce qui nous fait d'ailleurs une densité de population assez facile à calculer, puisqu'on divise 750 millions d'habitants par 10 millions de kilomètres carrés, ça nous fait à peu près 75 habitants au kilomètre carré. Bon, ça c'est la définition continentale. Mais il y a aussi une définition un peu plus restrictive de l'Europe, quand on parle cette fois-ci de l'Union européenne, c'est-à-dire une population qui est inférieure de 300 millions à celle du continent, puisque la population de l'Europe à 27 États membres, c'est à peu près 450 millions d'habitants. Pour une superficie qui là aussi est un petit peu moins de la moitié de la superficie du continent européen, puisque l'Union européenne c'est à peu près 4 200 000 km², et ça fait donc une densité de population qui est par contre là supérieure à celle du continent, puisque l'Union européenne à 27 États membres a une densité de population d'environ 107 habitants au kilomètre carré. Bon, ceci dit, quelle que soit la définition de l'Europe que l'on adopte, celle du continent entier avec sa cinquantaine de pays ou celle de l'Union européenne à 27 États membres, de toute façon, ça ne change pas grand-chose au comportement démographique de l'Europe, qui est caractérisé, ce comportement démographique, par sa faiblesse, parce que là encore, si tu regardes le graphique des taux de natalité et de mortalité
de l'Europe, eh bien, donc là ça doit être dans sa dimension, j'imagine, continentale, encore que ce n'est pas précisé, eh bien on voit que la natalité s'effondre, elle est divisée par deux entre 1950 et 2000, et que depuis les années 2000, elle tourne autour de 10 pour 1000, ce qui est une valeur faible, alors que la mortalité, qui était elle-même justement aux alentours de 10 pour 1000, a tendance à remonter lentement mais sûrement à partir de 1960 et ce jusqu'à 2050. Donc en fait on retrouve un scénario qui n'est pas sans rappeler celui des États-Unis d'Amérique, c'est à peu près le même scénario démographique. La preuve en image, j'ai remis certes en tout petit, le graphique démographique consacré à la population américaine, mais on voit bien que c'est à peu près la même chose et qu'on est à peu près dans les mêmes valeurs. En taux pour 1000, on a à peu près les mêmes valeurs. Alors ceci dit, il y a quand même une différence assez nette et qui n'est pas en faveur de l'Europe, ça c'est le moins qu'on puisse dire, c'est le solde naturel. On a vu que pour la croissance démographique américaine, le solde était de moins en moins positif, mais restait néanmoins positif jusqu'en 2050 où le basculement pourrait intervenir, et c'est là où la courbe de la mortalité pourrait passer par-dessus celle de la natalité, mais pas avant 2050. Sauf que pour l'Europe, ce scénario un peu catastrophique s'est déroulé une première fois vers 1995, une deuxième fois vers 2010. Autrement dit, depuis le début du XXIe siècle, le solde naturel est négatif, c'est-à-dire que si les Européens ne devaient compter que sur leur propre population, eh bien, le continent européen subirait la double peine habituelle, c'est-à-dire la baisse de la population et le vieillissement de la population restante, puisque son solde naturel est négatif, et il sera même à partir de 2021, c'est-à-dire à partir de, ça y est, on y est, à partir d'aujourd'hui, il sera de plus en plus négatif, puisque en 2050, on devrait être à peu près à moins 4 pour 1000 de solde naturel. Donc ça veut dire que quand en 2050, il y avait 1000 habitants au 1er janvier 2050, eh bien, il ne serait plus que 996 au 31 décembre. Si l'on continue à comparer avec les États-Unis, et si l'on compare en particulier le taux de mortalité infantile, eh bien là, on se rend compte que, bon, même si on n'a pas tous les chiffres de tous les pays de l'Europe, on voit bien que la tendance de fond, elle est très nette, à savoir un taux de mortalité infantile particulièrement bas. En fait, quand on est à hauteur là, de la Finlande, de la Slovénie ou de la Suède avec des taux de 2,1 pour 1000 de mortalité infantile, on est parmi les taux les plus bas au monde, et que même si la France a un taux de mortalité infantile du double de celui de la Suède, on est dans des valeurs très très basses, plus basses même que les États-Unis d'Amérique, qui sont de mémoire à peu près 9 pour 1000, mais on le voit bien, que ce soit les États-Unis ou que ce soit l'Europe, on a des taux de mortalité infantile remarquablement bas, et c'est la marque des démographies de pays développés, autrement dit de pays riches. Là-dessus, il n'y a pas de différence nette entre États-Unis et Europe. En première partie de séance, on avait vu que la fécondité des États-Unis était très insuffisante, puisque largement en dessous
du seuil de 2,1 enfants par femme, qui est indispensable au renouvellement d'une génération. Et on avait vu que plus ça allait, moins ça allait, que la fécondité des États-Unis était en forte baisse. Et bien là encore, l'Europe est exactement dans la même problématique, puisque la moyenne de l'Union européenne à 27 États membres est d'un enfant et demi par femme. Donc on est bien loin du 2,1 nécessaire, et que des pays européens sont très très en dessous, puisque en Espagne par exemple, en Italie, c'est surtout d'ailleurs la marque des pays méditerranéens, la Grèce aussi, on est très en dessous, on est à peine à plus d'un enfant par femme, donc là on risque pas de renouveler une génération. Et que la France fait bonne figure, c'est le meilleur élève dans sa catégorie en Europe, mais pour combien de temps? Parce que la fécondité baisse aussi, les Françaises, comme les Européennes, comme les États-Uniennes, font de moins en moins d'enfants, et là encore, c'est la marque des sociétés, des pays développés, autrement dit des pays riches. Autre élément de comparaison, l'espérance de vie. Et là, ça va être pratique, puisque sur ce même graphique, on a l'évolution de l'espérance de vie des États-Unis, qu'on a déjà vu, et on avait vu qu'elle était en forte hausse. Bon, c'était depuis 1920, tout à l'heure, là, c'est seulement à partir de 1950, mais on voit qu'en 100 ans, les États-Unis verront l'espérance de vie augmenter de 15 ans, si tout va bien. Mais si on compare avec celle de l'Europe, eh bien on voit que l'Europe est sur les mêmes valeurs, puisque à 4 mois près, l'espérance de vie en Europe sera identique à celle des États-Unis, sera très élevé, puisque là on est sur des valeurs très très hautes, mais par contre ce qu'il faut noter, c'est que l'Europe partait de plus bas. Autrement dit, l'espérance de vie de l'Européen en 1950 accusait 6 ans de retard sur celle des États-Unis, que l'Europe va être en deuxième position derrière les États-Unis jusqu'en 2021, mais qu'à partir de 2021, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui littéralement, l'Europe fait jeu égal, l'Europe a rattrapé son retard en termes d'espérance de vie avec les États-Unis. Alors là encore, toute la question est de savoir de quelle Europe on parle, si c'est celle de l'Union européenne comme je le pense, ou celle du continent européen. Je pense quand même que c'est celle de l'Union européenne, parce que l'Union européenne est plus riche que le continent européen lui-même. Et là, on a affaire, là encore, à une caractéristique, c'est-à-dire la forte espérance de vie, qui est une caractéristique de pays développés, donc riches. Avec une si faible fécondité, avec aussi une si faible natalité, puisque les deux sont quand même liés, et avec une si forte espérance de vie en progression régulière depuis plus d'un demi-siècle, eh bien tous les ingrédients sont réunis pour faire de la population de l'Europe, que ce soit celle du continent ou celle de l'Union européenne, une des populations les plus âgées au monde. Et effectivement, l'Europe a aujourd'hui la population continentale la plus âgée au monde. Et que ce vieillissement démographique constitue un défi pour l'Europe, comme il le constitue d'ailleurs aussi pour les États-Unis, ne serait-ce que sur le plan, comme le suggère cette une de presse, le suggère le coût, l'explosion des coûts de santé, parce qu'encore une fois, ça n'est pas parce qu'on vit vieux et dans un pays riche qu'on vit nécessairement en bonne santé,
et que du coup, vivre vieux, ça implique aussi prendre des médicaments, subir des opérations, notamment chirurgicales, un suivi médical qui coûte très cher à la société. D'autant que, parce qu'encore une fois, la natalité et la fécondité sont vraiment très faibles, et depuis déjà longtemps, et que ça va continuer, ça va s'aggraver, eh bien l'ampleur du vieillissement démographique va s'accélérer, et cela va peser notamment sur l'évolution du nombre des retraités, puisque c'est déjà un problème pour la population des États-Unis, puisque 40% des actifs seront des retraités en 2050, mais la proportion sera bien plus importante encore dans les pays européens, puisqu'elle sera de plus de 54% en France, ce qui explique d'ailleurs pourquoi il a été décidé de repousser l'âge de départ légal à la retraite. Mais dans certains pays, ça pourrait devenir carrément dramatique, puisque en Italie ou en Espagne, on serait aux alentours des 3/4, ce qui rend là, pour le coup, le financement des retraites absolument impossible. Et si la situation est mauvaise en Europe, il y a des pays qui s'en tirent encore plus mal que d'autres. Et par exemple, l'Allemagne, qui est le moteur économique et commercial de l'Europe, risque de voir le moteur s'enrayer du fait du vieillissement de sa population, parce que l'Allemagne est l'un des pays qui fait le moins d'enfants au monde. Il est même dans le trio de tête des pays qui ont la plus petite proportion de jeunes dans leur population. Donc ça va poser un problème, parce que certes, on va fermer des écoles, on va faire des économies sur ce plan-là, mais on va sans doute devoir financer beaucoup plus de maisons de retraite, d'EHPAD, et puis surtout, et la main-d'œuvre. Qui va former la main-d'œuvre de l'appareil industriel allemand de demain? Et ça veut dire que l'Europe se retrouve dans la même difficulté que la Chine ou que les États-Unis d'ailleurs, c'est-à-dire que, à moins de tout robotiser, il faudra de la main-d'œuvre, et si la main-d'œuvre n'est pas fournie par la population locale, c'est-à-dire européenne, il faudra bien se tourner, qu'on le veuille ou non, vers l'immigration, puisque ça sera la seule solution. C'est déjà le cas aux États-Unis. Ça sera la seule solution pour trouver la main-d'œuvre dont a besoin l'économie européenne, dont elle a désespérément besoin, mais qu'elle ne trouvera plus sur place. Alors pour finir, comme on est en géographie, et qu'en géographie on a toujours un rapport privilégié avec l'espace, finissons par une carte, même par deux cartes en fait. Alors une première carte de la croissance démographique par État européen. Autrement dit, à l'échelle du continent, autrement dit le solde naturel, sauf que ce solde naturel qui, je te le rappelle, est en pour 1000, et bien là, il a été ramené en pourcent, et que, c'est un peu comme d'habitude, plus la couleur va vers le rouge, plus la croissance de la population est élevée, et inversement, plus on va vers le bleu, eh bien, la croissance, soit elle est nulle, soit elle est carrément négative. En clair, c'est dans le bleu qu'on va avoir la population qui baisse et qui vieillit le plus. La lecture de cette carte est quand même assez simple. Grosso modo, je dis bien grosso modo, on peut couper le continent européen en deux. L'Europe qui s'en tire, non pas le mieux, mais le moins mal, parce qu'on est vraiment quand même dans une situation difficile sur le plan démographique. L'Europe qui s'en sort le moins mal,
c'est quand même la moitié ouest, parce qu'à l'exception du Portugal, on est dans des valeurs qui sont certes faiblement positives, mais le solde naturel est quand même positif. Et puis quand on est à l'est, dans la moitié est de l'Europe, Allemagne comprise, là on est dans une situation qui serait dramatique sur le plan démographique s'il n'y avait pas justement le recours à l'immigration, comme aux États-Unis. Et c'est un enjeu politique au moins aussi fort qu'aux États-Unis, parce que c'est la survie de la construction européenne qui finalement est en jeu à travers la question de l'acceptation ou du refus d'une immigration extra-européenne, c'est-à-dire hors d'Europe, c'est-à-dire originaire soit d'Afrique, soit d'Asie, pour dire les choses clairement, parce que un certain nombre de gouvernements reprochent à l'Union européenne de laisser grosso modo les frontières de l'Europe au moins entr'ouvertes, pour ne pas dire carrément ouvertes, à ceux que l'on appelle les migrants. Et il y a un véritable débat entre gouvernements, mais aussi les populations européennes, qui reprochent parfois à l'Europe de ne pas les protéger contre l'immigration, parce que les Européens, parfois, ont tendance à vivre l'immigration comme une invasion, plus ou moins pacifique, certes, mais comme une menace à tous les coups. Sauf que c'est encore oublié que la population européenne ne peut pas se permettre de ne pas laisser les portes de l'immigration entr'ouvertes, sauf à se condamner à un vieillissement et à un déclin démographique inéluctable, et sauf à se priver d'une main-d'œuvre qui assure à l'Europe sa domination commerciale sur le monde, encore aujourd'hui. S'il n'y a plus de main-d'œuvre demain pour remplacer la main-d'œuvre vieillissante d'aujourd'hui, que deviendra l'économie européenne? Et donc c'est tout l'enjeu de la question de l'immigration, avec des flux migratoires qui sont plutôt orientés vers l'Europe de l'Ouest, qui est naturellement la destination favorite, car c'est l'Europe la plus riche, celle qui est aussi la plus démocratique, parce que des pays comme la Hongrie ont résolument fermé leurs portes aux migrants, mais la Hongrie que j'ai cerclée en rouge, mais la Hongrie est l'un des pays qui a la croissance démographique la plus dramatiquement orientée à la baisse. Donc la Hongrie a fait actuellement le choix de se barricader, mais elle fait aussi, par la même occasion, le choix d'accepter le vieillissement et l'effondrement programmé d'ici 2 générations de sa population.